Alors, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue, dans la quatrième séance, de ce séminaire. Bonne année à tout le monde, puisqu'on est début janvier. Et on va consacrer cette séance, alors on avait progressé un peu, chronologiquement, le 19e siècle, début du 20e siècle, l'émergence des ESC en France. On avait vu le moment où la gestion rentre à la fac, hein, dans les années 50, 60, où, petit à petit, on s'était concentré sur Dauphine, mais aussi la création des IAE. La fac devenait un acteur de l'enseignement supérieur de la gestion. La dernière fois, on a parlé de l'internationalisation, donc là, on était années 70, 80, et on a vu que l'internationalisation n'était pas, en tout cas en France, forcément une volonté des écoles, mais plus une concurrence, qui fait qu'on s'ouvrait à l'international parce que les autres s'ouvraient à l'international et il fallait qu'on avance, hein. Je vais mettre à disposition les enregistrements des séances précédentes, pour ceux et celles qui voudraient aller voir ça. Hem et avant d'avancer vers les années 80-90 avec les questions d'académisation, de recherche, de classement, ce qu'il faut comprendre à partir de là, c'est que vu que maintenant on est à l'international, on se, confronte et on en a parlé un petit peu la dernière fois, à des institutions britanniques, allemandes, asiatiques, états-uniennes. Et donc pour comprendre un tout petit peu ce référentiel-là, je voudrais faire dans cette séance un tout petit, retour aux sources, et regarder les ESC dans le reste du monde et voir comment est-ce qu'elles ont émergé. Alors j'en ai choisi 2 de manière, totalement arbitraire. C'est pas les 2 premières, c'est pas les 2 plus anciennes du tout, mais ça fait partie des noms un peu, mythiques, dans l'enseignement supérieur de la gestion. Alors on va regarder, Harvard et Oxford. Alors Oxford parce que c'est une des premières universités dans le monde occidental. Je précise monde occidental parce qu'on a tendance à oublier que dans la Grèce antique, on allait en Égypte, pour aller à l'université et à la bibliothèque. Donc il y a eu des lieux de transmission du savoir, bien anciens et non occidentaux, bien avant nous. Après si on regarde, l'université occidentale, effectivement, dans un mouchoir de poche, vers le 10e, 11e siècle, émerge, en France la Sorbonne, en Angleterre Oxford puis Cambridge, mais on va aussi avoir en Italie, la Bocconi, et on va avoir pas loin derrière, d'autres universités. On va avoir Bologne, l'Espagne va être, rapidement derrière. Bon, il y avait une petite, concurrence internationale sur l'université, mais donc le Oxford parce que c'est une des plus vieilles universités, du monde occidental. Et Harvard, parce qu'on cite la Harvard Business School en permanence comme étant un des standards internationaux. Mais leurs business schools émergent pas du tout au même moment. On va voir qu'il s'est même passé un siècle entre les deux, hein, la Harvard Business School, tout début du XXe siècle, la Saïd Business School, tout début du XXIe siècle, donc c'est très récent. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des débats un peu similaires. Et donc ça va être intéressant de voir justement comment ça émerge. Alors, comment est-ce qu'on fait rentrer le business à Harvard? Et ça n'a pas été simple. En fait, au 19e siècle, aux États-Unis, on a une explosion, des grandes entreprises industrielles, qui deviennent complexes à gérer, à diriger, et donc on va avoir besoin de gens qui vont être formés, pour assurer des fonctions de ce qu'on appelle à l'époque les fonctions administratives. On n'appelle pas encore ça, du management, ça veut dire que pour des jeunes gens ça devient quelque chose d'intéressant, d'attirant, comme carrière, hein. Donc il y a plus en plus, à la fin du 19e siècle, de jeunes diplômés des collèges, états-uniens qui vont vers ces carrières-là, parce que c'est attirant, parce qu'on y gagne de l'argent, parce qu'il y a des choses complexes, à faire. Et c'est pas évident pour les universités états-uniennes, de passer à ça parce que on le verra avec Oxford, c'était des universités calquées sur le modèle anglais, dans lequel la religion jouait un rôle extrêmement important à l'origine, hein. Il y a Daniel Boorstin, qui est un historien, qui disait que chacune des 3 premières universités, Harvard, William and Mary et Yale, furent fondées pour être au service de l'Église établie de la colonie qui lui donnait naissance, hein. Donc Harvard, on est dans le Massachusetts, au XVIIe siècle et donc c'est vraiment des institutions qui, à l'origine,
sont religieuses. Ça ne veut pas dire qu'elles le sont complètement restées, mais ça veut dire que c'est un, un ADN particulier. Mais bon, on a des chiffres, je vous donnerai les sources un peu et les lectures après si ça vous intéresse, mais en 1908, quand on approche de la création de la Harvard Business School, plus de la moitié des diplômés du college, donc du premier cycle d'Harvard, allaient dans l'industrie. Donc ça commence à être un appel d'air extrêmement important. Et Rakesh Khurana, qui est un historien maintenant doyen du collège d'Harvard, qui a fait l'histoire un peu de l'émergence des business schools, dit que à la fin du 19e siècle, l'idée que Harvard allait devoir se positionner sur le sujet commence à s'imposer. Il a retrouvé pardon, une lettre de 1895 par un ancien de l'université d'Harvard qui demande au président de l'époque de créer un cours sur l'industrie ferroviaire parce que l'industrie ferroviaire explose et que lui, il a besoin de gens formés pour ça. Le président auquel il écrit, il s'appelle Charles William Eliot, et c'est quelqu'un qui était pas contre l'idée qu'il fallait ouvrir l'enseignement supérieur à des débouchés pratiques. Hein. Il y avait déjà la médecine, le droit, par exemple, à Harvard, mais il n'était pas convaincu qu'il fallait une formation spécifique en business, hein, pour le dire au sens large, en gestion. Il savait que la gestion d'entreprise, la direction d'entreprise était devenue quelque chose de complexe, hein, donc il fallait des connaissances humaines et techniques. Et en fait, c'est de là que va venir sa sensibilité à ça. C'est-à-dire qu'il comprend que diriger une entreprise à la fin du 19e siècle, c'est quelque chose de tellement complexe qu'il faut une formation. Et puis, il y a un appel aussi des anciens de l'université d'Harvard, euh, qui n'étaient pas forcément enchantés à l'idée que leurs enfants, leurs fils en particulier, renoncent aux professions plus classiques et respectables. Hein, à cette époque, la bourgeoisie, la haute bourgeoisie de la côte Est, on voulait que les enfants, que le fils devienne médecin, avocat, ingénieur. Donc, quand ils se lançaient dans l'industrie, ils n'étaient pas forcément fans. Par contre, en bon ancien d'Harvard, en bon alumni, ils se disaient que quitte à ce qu'ils y aillent, autant qu'ils le fassent avec un diplôme de l'université d'Harvard. Donc même si la légitimité n'est pas complète à cette époque-là, il va y avoir une demande d'un diplôme. Mais pour que Harvard, qui n'a pas une petite opinion d'elle-même comme institution, le fasse, il fallait le faire avec une certaine idée de la profession. En fait, quand on voit les documents de création, de fondation de la Harvard Business School, la référence est constante à la profession. On veut former des professionnels de la gestion, des professionnels de la direction d'entreprise. Et c'est pas anodin de dire profession parce que ça veut dire que c'est pas une formation qui serait technique. C'est une profession, c'est-à-dire qu'on ajoute au savoir technique une certaine vocation, une éthique, et pas seulement une réussite financière, hein, ce qui en plus dans un contexte protestant est un peu problématique. Et Rakesh Khurana dira ainsi que ainsi le langage utilisé par les créateurs d'écoles supérieures de commerce qui défendaient les sciences de gestion impliquait parfois que cette discipline fut au fond, elle aussi, un véhicule moral et éthique. Hein, donc, on va infuser dans l'idée de créer une business school à Harvard, on va infuser la formation d'un niveau de ce qu'on appelle professionnel. Donc, il y aura une déontologie, il y aura un service rendu à la société. Hein, donc, on ne peut pas étendre Harvard vers le business sans avoir un processus de légitimation où le business n'est pas juste une série de savoir-faire qui permettent de gagner beaucoup d'argent. Si c'est ça, ça n'a pas sa place à Harvard dans la conception qu'en avaient les acteurs et même les anciens. Michel Handby, dont je parlerai aussi tout à l'heure et qui a écrit un bouquin très intéressant sur Harvard, parle de cette référence à une vocation dans un but de conférer une nature sacrée au projet. D'autres indices confirment l'inscription des formations au commerce dans une perspective sacrée, quasi religieuse. Hein, donc, voilà, Harvard ne peut pas se saisir du business juste comme ça. Il y a une idée de service rendu à la société, au sens large, hein, et que les dirigeants d'Harvard, de l'université, et la future faculté d'Harvard Business School vont chercher à transmettre pas que des savoir-faire, mais aussi des capacités intellectuelles et un sens de la mission et de la responsabilité sociale.
Michel Hanby dira que, on voit dans les documents de l'époque, que lui, il va jusqu'à dire que c'est un projet de civilisation. On cherche vraiment à fonder une civilisation dans laquelle l'entreprise et la grande entreprise et la direction des grandes entreprises jouent un rôle extrêmement important. Alors je cite Michel Hanby, qui dit: «L'éducation que proposent les professeurs de nombreuses business schools table sur ce que les étudiants deviendront et s'accompagne de l'apprentissage d'une perspective nouvelle, nouvelle au moins par la récente importance qu'elle a prise. Cette perspective est d'une nature éminemment morale.» Donc la fondation de la Harvard Business School est teintée d'un projet éthique, d'un projet moral, d'un projet d'une certaine déontologie, d'un service rendu à la société. Et ça passe par l'utilisation du terme de profession. On forme des professionnels, pas des techniciens. Alors comment on légitime ça? Parce que vous imaginez bien que quand même, tout le monde n'est pas pour. Et pour éviter en partie le débat sur l'intégration de cette formation au business, dans laquelle le reste de l'université, qui enseigne pas seulement la médecine, le droit et les ingénieurs, mais qui a aussi la littérature, la théologie, en fait, ils vont faire quelque chose et ça va vous rappeler ce qui s'est passé pour les IAE et ce qui a pu se passer aussi ce qui va se passer pour Oxford. Ils vont être assez malins, ils vont l'héberger ailleurs, entre guillemets. Il y a un professeur de politique, de sciences politiques à Harvard, qui sera le futur président, un des premiers présidents d'Harvard Business School, qui s'appelle Abbott Lawrence Lowell, et qui est au départ, lui, plutôt sceptique sur le besoin d'un enseignement généraliste. Il est convaincu qu'il faut des cours spécifiques, il faut des cours sur certaines dimensions de l'industrie et de l'entreprise, mais l'idée qu'il faudrait quelque chose de généraliste, il n'en est pas encore convaincu. Et en réfléchissant à l'idée, il se dit que de toute façon, ça n'arrivera pas à rentrer dans la graduate school de l'université et ni dans le college, donc pas le premier cycle et le deuxième cycle. Et en fait, il propose d'en faire une école professionnelle séparée avec une faculté à part, et là je le cite, dont l'objet ne serait que de former des hommes pour cette carrière, comme le font les écoles de droit et de médecine. Donc en fait, il propose, sur le modèle un peu de la Harvard Law School, de faire quelque chose qui est satellite, qui est à côté, pour éviter tous les débats de l'intégration et des interactions. Et ils vont placer, alors je vais essayer de mettre en grand un peu le visuel, pour ceux qui connaissent, en haut à droite du schéma, de cette carte, en fait, vous avez le collège d'Harvard et vous avez son école de droit, son école de médecine, son école d'ingénieur. Quand vous arrivez plus vers le centre de l'image, c'est vraiment le collège dont les images, vous pouvez les avoir en tête. Quand on descend en bas à gauche, vous voyez qu'il y a la rivière, Charles River. Alors, quand on est au nord, là, en haut de cette rivière, on est à Cambridge, Massachusetts, donc dans la ville de Cambridge. Quand vous passez la rivière, vous êtes à Boston. Donc Boston, Harvard est juste au nord de Boston. Et en fait, le campus de la Harvard Business School est juste de l'autre côté de la rivière, côté Boston. Donc, il y a même géographiquement une relative distance qui est mise entre le campus, le futur campus de cette business school et le reste de l'université. Alors, il y a beaucoup de débats à Harvard, ces débats-là, mais il faut savoir qu'au niveau national, le débat était plutôt plié, hein. C'est-à-dire que là, on est début du XXe siècle, là, on est en 1906, 1907, 1908. Il y a déjà des business schools ailleurs, hein. La Wharton Business School, qui est peut-être la première véritable business school, est déjà créée. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui tourne? Bon, forcément, ça m'échappe là dans le feu de l'actualité, mais il y a déjà des universités qui ont des business schools, des formations au business. Harvard y arrive plus tard parce qu'ils sont un peu en retard et parce qu'ils ont une certaine idée de qui ils doivent former et comment ils doivent former. Dartmouth a une business school qui est bien gérée à ce moment-là. Mais donc voilà, les fondations sont posées et en 1924, il va y avoir une donation de 5 millions de dollars par un banquier états-unien qui est le chairman de la First National Bank of New York, qui s'appelle George F. Baker. Et ils vont donc bâtir un campus digne de ce nom et digne de son rang pour la Harvard Business School. Et donc là, vous pouvez voir sur la photo que c'est bien de l'autre côté de la rivière, hein. Là, la photo est prise du côté
où il y a le Harvard College et le reste de l'université. Et donc, la Business School est créée en face. Il y a des très belles pages de Michel Hanby, si vous voulez en savoir plus sur l'architecture et sur ça. Mais voilà, on est dans les années 1920, les fondations sont posées, la Business School existe, elle a sa faculté, elle a ses bâtiments. Alors, comment est-ce qu'on fait rentrer le business à Oxford? C'est une autre paire de manches. Il va y avoir un premier programme lié à la gestion qui s'appellera l'Oxford University Business School, Business Summer School, pardon, en 1953. C'est le premier programme que j'ai pu trouver. Je ne pense pas qu'il y en ait des beaucoup plus vieux. Par contre, la Saïd Business School, qui est vraiment la business school, ne sera créée qu'en 2001. Donc, il va falloir 50 ans pour créer une institution qui est déjà classique, mais qui arrive très tardivement à Oxford. Et donc, la question, c'est pourquoi. Alors, il y a beaucoup de bouquins d'histoire sur l'histoire de Harvard Business School. Il n'y en a pas beaucoup sur la Saïd Business School. Peut-être parce que c'est plus récent, mais en tout cas, j'ai trouvé quelques sources et c'est grâce au travail d'une chercheuse française qui s'appelle Lisa Reyna. Et ils ont écrit un chapitre avec Ali Doué il y a 2-3 ans. Et eux voient l'émergence en 3 épisodes que je vais vous résumer ici. Donc la première séquence, c'est 1969 à 1991, c'est la fondation du Templeton College. Donc, ça émerge tout doucement. C'est d'abord un centre, ça s'appelle le Oxford Center for Management Studies, qui est créé en 1969. Donc, vous voyez, entre la Summer School de 53 et le centre qui est créé, le Center for Management Studies, il se passe 15 ans. Et il est piloté par un économiste de Brasenose College de l'Université d'Oxford qui s'appelle Norman Leyland. Donc, le centre est fondé en 69. Il y avait déjà des premiers diplômes de formation qui existaient avant, mais la consécration et la vraie existence à Oxford formellement, c'est d'être un college. Oxford, c'est une université qui est composée de colleges, qui sont l'unité organisationnelle de base, et l'enseignement se fait dans des départements. Je ne rentre pas là-dedans parce que c'est une organisation très compliquée, l'université ici. On pourra en parler ultérieurement, ou si vous avez des questions après, je peux vous l'expliquer plus en détail. Mais en gros, la première étape de reconnaissance institutionnelle, c'est la création d'un collège. Et donc, c'est le Templeton College que vous pouvez voir ici sur la gravure, qui est adossé à un observatoire qui est très, très beau. Je pourrais quasiment vous montrer par la fenêtre d'ici. Et pourquoi est-ce que ça met autant de temps? C'est parce que, là je cite les travaux de Lisa Reyna, qui dit qu'il y avait peu d'intérêt pour le diplôme et un certain dédain, elle parle d'un certain dédain de l'université, qui voyait le business comme une profession vulgaire. Vous voyez que là, on est dans les années 50, 60, mais il se trouve que dans les années 60, il y a un bouleversement profond dans l'enseignement supérieur britannique. On massifie l'enseignement supérieur britannique. Il y a une volonté politique d'un accès plus large à l'université. Donc, il y a une augmentation du nombre d'étudiants et il y a une attente que les universités s'adaptent au monde moderne d'une certaine manière, ce qui veut dire que puisque l'entreprise, là on est dans l'après-guerre, puisque les entreprises deviennent une institution centrale, il faut que les universités s'adaptent. Alors, Oxford n'est particulièrement pas adapté, et comme Oxford est Oxford, ils n'ont pas envie de le faire, donc ils ne vont pas le faire tout de suite. Ils peuvent se le permettre. Sur les 21 derniers premiers ministres britanniques, il me semble que 19 viennent d'Oxford et que 17 viennent du même programme de formation à Oxford. Donc là, c'est un peu comme quand Polytechnique ou Sciences Po se réforment ou se réforment pas, ils ont une certaine influence dans le monde politico-économique. Oxford, pareil, ils vont y aller très doucement. La communauté académique d'Oxford, qui pilote l'université, l'université est autonome dans sa gouvernance, c'est les fellows, c'est les académiques d'Oxford qui gèrent, sont plutôt hostiles à la création d'une business school. Ils vont même refuser une offre de financement d'une étude parce que ça vient du cabinet McKinsey. McKinsey propose une étude sur l'opportunité de créer une business school à l'université d'Oxford et l'université va décliner l'étude même. Par contre,
ils vont, comme c'est souvent le cas ici, décider de le faire en interne. Donc ils vont prendre un économiste de Trinity College qui s'appelle John Wright et ils vont l'envoyer 3 mois visiter les business schools états-uniennes à l'époque. Et quand il va revenir, il va écrire un rapport dans lequel il va expliquer tranquillement qu'effectivement, il y a tout un développement de l'enseignement du management et de la gestion et de la recherche dans les business schools américaines. Par contre, lui ne voit pas vraiment l'articulation entre l'enseignement de la pratique et la recherche qui est pratiquée, et donc est un peu sceptique sur l'opportunité de créer ça à Oxford. Et vous voyez qu'on retrouve cette dualité recherche-pratique et recherche dans l'enseignement. On en parlera sur les accréditations dans 2 séances. Mais voilà, ils sont plutôt sceptiques. Donc, d'où le statut de center. Je vous disais que la première étape, ça avait été de créer le Oxford Center for Management Studies. L'idée d'un center, ça veut dire que c'est pas totalement formel et ça permet d'être un peu périphérique. Et c'est même géographiquement, ça va être à Grove Park, qui est en dehors de la ville d'Oxford. Donc on se rappelle un peu les IAE et Harvard, c'est cette idée que pour éviter d'avoir un débat en légitimité, on repousse un peu, on décale un peu géographiquement. Mais ils vont quand même délivrer un diplôme à partir de 68. Il va y avoir un Diploma in Management Studies, qui est le premier diplôme de l'université d'Oxford que j'ai pu retrouver. Donc en 68, on commence à reconnaître un petit peu. Mais pour pouvoir être reconnu réellement à Oxford, il faut créer un collège et il faut qu'il soit dans le centre de la ville. Et le réseau du Oxford Center for Management Studies peine à trouver cette reconnaissance en interne, et donc ils vont se tourner vers un réseau d'étudiants qui ont été formés par une bourse qui s'appelle le Rhodes Scholars, qui est le réseau des étudiants états-uniens qui sont passés par Oxford, et ils vont trouver un donateur, John Templeton, qui va donner 5 millions de dollars pour créer le Templeton College, qui accueillera ses premiers étudiants en 84. Donc vous voyez que les premiers étudiants dans un collège qui est formellement dédié à l'étude du management et de la gestion, c'est 84. Donc c'est extrêmement tardif. Le contenu de ce qu'on enseigne émerge plutôt entre 91 et 2001. Alors les années 80, il faut savoir que c'est des années extrêmement dures en Angleterre, particulièrement dans le service public, particulièrement à l'université, puisque le gouvernement de Thatcher coupe absolument tous les crédits dans les universités britanniques. Et donc il faut diversifier les sources de revenus. Donc Oxford commence à penser à un MBA. Et donc va se créer une formation qui s'appellera, qui au départ a le titre temporaire d'Oxford University School of Management, pour essayer de délivrer ce MBA. Alors le problème, c'est que c'est autonome par rapport au Templeton College. Donc, le Templeton College, c'est là où vous allez avoir les étudiants et puis un groupe d'académiques. Et puis l'enseignement, c'est dans des départements, donc c'est une unité organisationnelle différente. Et il va y avoir des tensions évidemment entre les deux. Mais la congrégation, qui est le rassemblement de tous les fellows d'Oxford, qui est vraiment la gouvernance, valide l'intention d'une business school en 1990. Vous voyez, il faut attendre 1990 pour que formellement, on se dise qu'on va créer une business school. Il va y avoir un certain nombre de tensions et de difficultés, parce que pour être légitime, il faut le mettre dans la ville. Le premier président de cette structure sait qu'il a besoin d'une présence dans le centre-ville pour qu'on puisse le reconnaître, et ça va être le Old Radcliffe Infirmary, donc, qui dépend d'un hôpital. Donc en plus, les étudiants vont devoir passer par des escaliers où ils croisent des malades, etc. Il y a des anecdotes assez drôles, mais dès la première année, Oxford étant Oxford, leur MBA va attirer une cinquantaine d'étudiants qui viennent de 22 pays. Ce qui va tout de suite donner à cette formation une reconnaissance nationale et internationale, en dépit des difficultés logistiques finalement. Et tout ça aboutit finalement à la création en 2001 de la Saïd Business School. Alors c'est intéressant de voir un peu comment ça émerge pour finir. C'est qu'en 96, il y a un homme d'affaires syrien qui s'appelle Wafik Saïd, qui annonce une donation de 20 millions de livres sterling pour créer une business school. Alors, à ce moment-là, on recrute John Kay comme directeur, qui est un professeur de la London Business School et qui est assez reconnu et qui a un profil riche entre le conseil, l'entrepreneuriat et
et l'académique. Alors par contre, c'est un outsider d'Oxford, donc il va avoir du mal. Par exemple, il va arriver avec des idées en disant il faut que les profs de business school soient plus payés que les profs de littérature. Et ça, à Oxford, ça n'a pas du tout été accepté. Puis il ne comprend pas bien le fonctionnement collège, département, les tensions académiques. Et puis tombe l'information 2 ans plus tard que l'origine de la fortune de Wafik Saïd, les 20 millions de livres sterling, c'est le commerce d'armes. Et en plus de ça, le deal qui avait été donné entre Wafik Saïd, sa donation et l'organisation de la Business School, donnait à Wafik Saïd une certaine influence dans la gouvernance de la Business School. Donc, commerce d'armes, pardon. Premier warning. Deuxième warning, un deal qui donne une certaine influence à un homme d'affaires dans la gouvernance de l'institution. Troisième warning, le lieu où il voulait construire la Business School avait été attribué pour d'autres projets et été alloué à une autre utilisation. Donc, la congrégation rejette le projet à 259 fois contre 214. Anthony Hopwood, qui est un prof de la Business School à l'époque et qui sera son prochain doyen, dit à l'époque c'est un clash entre les priorités d'un homme d'affaires pressé et celles d'une université de 900 ans. Hein, donc, c'est lent et Wafik Saïd s'impatiente un peu, mais en 97, ils trouvent un nouveau lieu. Ils arrivent à négocier avec Wafik Saïd qu'il maintienne sa donation de 20 millions de livres sterling. Donc vous voyez que Oxford avait plus de problèmes avec l'urbanisme qu'avec l'origine de l'argent finalement. Et ils trouvent un lieu qui est en face de la gare. Hein. Si vous venez à Oxford en train, quand vous sortez de la gare, vous êtes en face de ce qui était en fait l'ancien dépôt de réparation des trains et qui maintenant est la Business School avec le Thatcher Education Center à côté. Et la congrégation valide à ce moment-là, à 342 voix contre 55. Hein, donc vous voyez encore une fois que le problème, ce n'était pas l'origine de l'argent, c'était l'urbanisme et l'architecture. John Kay, après 2 ans, laisse tomber et démissionne en 99. Il n'en peut plus et il devient vice-chancellor de l'université de Warwick, donc ce n'est pas un petit poste. Et il dira longtemps après que les 2 ans à Oxford étaient les plus épuisants de toute sa carrière. Et l'école ouvre ses portes officiellement en 2001. Donc voilà, les fondations sont posées à partir de là. Et ce qui est intéressant, c'est que donc, vous voyez que les 2 projets dans ces universités prestigieuses arrivent tardivement. Donc en fait, faire rentrer le business dans une institution centenaire, voire quasi millénaire, c'est compliqué. Donc les universités les plus prestigieuses, comme Harvard et comme Oxford, sont en retard par rapport aux autres universités pour faire rentrer des business schools dans leur formation, et que les résistances en interne sont finalement assez similaires, c'est-à-dire qu'il y a un certain scepticisme, voire un dédain sur la nécessité d'une formation fondamentale sur ce sujet-là, et on se demande un peu qu'est-ce qu'on va en faire. Et donc pour créer des institutions de formation à la gestion et au business, on est obligé d'être un peu satellite. Et là, vous retrouvez la logique de création des IAE dont on avait parlé il y a 2 séminaires où ils ont été, pour éviter que l'université bloque complètement, ils sont allés créer les IAE un peu en dehors, même géographiquement, et même Dauphine, qui est très autonome. Donc vous voyez que ça fait écho tout ça un peu à l'émergence. Alors rapidement, avant de conclure, si vous voulez lire un peu plus, alors sur la Saïd Business School, c'est pas évident, il n'y a pas beaucoup de choses, mais j'ai tiré beaucoup d'éléments du chapitre de Lisa Rena et Ali Douai, qui s'appelle From a Family Affair to a Ziggurat, Institutional Logic, Materiality and History. Vous ne laissez pas intimider par les aspects conceptuels. Ça vient d'un bouquin qui a été coordonné par François-Xavier de Volgany, qui s'appelle Materiality in Institution, mais il parle de ces 3 épisodes. Il y a un excellent livre dont je vous ai déjà parlé, de Rakesh Khurana, qui est maintenant doyen du collège de Harvard, qui a un titre absolument imprononçable, qui est From Higher Aims to Hired Hands. Enfin, pour un français, c'est dur à dire. Je ne pense pas que ça a été traduit, mais il fait toute l'histoire de l'ACSB, des business schools américaines et le rôle des fondations là-dedans. C'est vraiment un bouquin passionnant. Un peu épais et un tout petit peu dense, mais vraiment un bouquin passionnant. Un ouvrage plus accessible, c'est celui de Michel Handby, qui est un ancien prof d'Harvard, qui a été traduit, qui s'appelle Manufacturing Morals en anglais, qui s'appelle L'école des patrons en français,
Maintenant, il est au Boston College de mémoire. Alors lui, c'est vraiment sur la question de la moralité à l'intérieur de la Harvard Business School. Depuis, je suis tombé sur un bouquin beaucoup plus accessible, écrit par un journaliste qui s'appelle The Golden Passport, par Duff McDonald, qui est vraiment intéressant, qui est bien écrit, qui est assez épais, mais qui fait vraiment tout le détail de l'émergence de la Harvard Business School. Harvard étant Harvard, ils ont aussi fait un très beau livre sur l'émergence de l'université, de la Business School, qui s'appelle A Delicate Experiment. On dirait un bouquin d'expo assez chic, mais qui est très détaillé. Alors celui-là, vous aurez du mal à le trouver, mais j'ai un vieil exemplaire. Si vous voulez, je pourrais vous le prêter. Voilà pour aujourd'hui. La prochaine fois, on revient, mais vous verrez que ça va avoir un lien, parce que finalement, on revient à pourquoi la recherche. Donc, pourquoi est-ce qu'on fait de l'académique, de la recherche académique dans les business schools? C'est aussi parce qu'on va avoir des standards internationaux où les business schools sont dans les universités. Donc, mardi 8 février, à la même heure, on posera la question: pourquoi la recherche?